Bienvenue dans cette saison 6 consacrée aux bijoux de l'île de la Réunion. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Pour cela, partout où je vais, je regarde les bijoux. Et bien sûr, j'emmène mes micros, même en vacances. Et justement cet été, je suis allée à la Réunion et j'ai été frappée par les bijoux qui expriment intrinsèquement cette île, avec dans l'ordre les volcans qui les ont créés, la nature comme cadeau des dieux et les tortues comme déesses nourricières. Alors j'ai cherché les joailliers et bijoutiers les meilleurs pour vous parler de leur spécialité et de leur savoir-faire. J'ai dû montrer patte blanche car, en plus d'être une oreille, je cumule le désavantage d'être une métro. Mais au final, je vous propose, au bout de mon micro, de découvrir dans ce 3e épisode l'écailliste Harry-Nicole Payet. Aujourd'hui, je suis avec Harry-Nicole Payet, qui est maître écailliste. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors, comme vous êtes maître écailliste, on va tout de suite raconter à nos auditeurs qu'en fait, on travaille de l'écaille de tortue. Et qu'il n'y a que, si je me souviens bien, que 2 sortes de tortues dont on peut travailler l'écaille. Oui, on va dire c'est les 2 dernières tortues qu'on continue à travailler l'écaille au niveau de ces 2 espèces-là. Oui. Vous avez la tortue carrette, ce qu'on appelle carretta, c'est une tortue carnivore. Donc c'est une tortue qui va être pêchée uniquement pour son écaille, qu'à l'état sauvage, son écaille fait entre 4 et 6 mm d'épaisseur. Elle est pêchée uniquement pour son écaille parce que sa viande est toxique. Donc il est déconseillé de manger sa viande. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents dans certains pays. Nous, l'avantage, c'est que nous, on travaille la tortue franche, c'est le Calénoa midas. C'est une tortue qu'on appelle la tortue verte. C'est une tortue qu'au départ, on va la pêcher uniquement pour sa viande. Son écaille à l'état sauvage n'a aucun intérêt marchand. Quand on a créé l'élevage ici a été créé, on s'est rendu compte que la tortue en bassin a développé de l'écaille. Donc, ce qui a permis à l'État de mettre des formations en place pour le travail de cette écaille-là. C'est pour ça qu'on est en partie, on est un petit peu les seuls dans le monde à travailler cette variété-là, parce que justement, en élevage, ça nous a donné une qualité d'écaille qui a permis de créer tout l'artisanat que vous connaissez ici. C'est-à-dire qu'en élevant des tortues, on leur a changé la matière de leur carapace. Alors, on n'a pas changé la matière de la carapace, on a juste fait évoluer un petit peu plus l'écaille, en quelque sorte, ce qui l'écaille a gagné en épaisseur. Sûrement lié à la nourriture qui était peut-être beaucoup plus riche que ce qu'ils pouvaient trouver à l'état sauvage, les tortues, ou aussi une tortue moins d'exercice a développé plus de l'écaille, et ce qui a permis de créer ce type d'artisanat ici. Donc, ce qu'on va dire tout de suite à nos auditeurs, c'est que oui, la tortue se mangeait avant, mais qu'aujourd'hui, les maîtres écaillistes ne travaillent que sur les réserves. C'est ça, C'est ça, voilà. Nous, l'élevage, en fait, nous, on a toujours travaillé de l'écaille d'élevage. On n'allait pas pêcher notre tortue pour travailler. C'est ce que peuvent penser certaines personnes. Mais non, c'est pas comme ça. Donc, nous, on travaille de l'écaille d'élevage. On a acheté de la matière première à l'éleveur et on développait cette matière-là. Jusqu'à les années 2000, où on a pris la décision déjà un peu avant, mais l'arrêt de la ferme, c'était en 2000. Où justement il n'y avait plus de tortues en bassin qui nous permettaient d'acheter de l'écaille pour pouvoir travailler. D'accord, c'est-à-dire que les bassins de la ferme Corail ont élevé les tortues entre 1979 et 1997 et ensuite il y a eu la loi, la Convention de Washington et donc les écailles ou les carapaces que l'on travaille aujourd'hui, c'est celles qui ont été prélevées avant 1984 et qui constituent un stock de réserve. Exactement. Donc ce stock-là, qui nous permet aujourd'hui de continuer de travailler, c'était un deal, on va dire, comme ça, entre l'État et les artisans. Soit on avait une indemnisation, ou soit on travaillait sur un droit de stock. Donc on a eu ce droit de stock-là, qui a été géré dans les années 2000 jusqu'en 98 par une coopérative, c'est la coopérative de métiers d'art de Bourbon. À la fermeture de la coopérative, les artisans se sont répartis le stock d'écailles en 2008. Et il y avait combien d'artisans ?
Au départ, on était 5 artisans qui restaient qui travaillaient sur ce stock-là, 5 artisans, dont un qui est décédé. Aujourd'hui, on n'est que 4 artisans qui travaillent. Donc en fait, vous avez du travail jusqu'à la fin de votre vie, mais peut-être pas après. Malheureusement, à la fin de notre vie, je vois pas qui peut travailler jusqu'à la fin de sa vie. Moi, j'espère que non, pour moi. Oui, j'ai de la matière pour travailler dans mon activité jusqu'à que je déciderai d'arrêter, soit physiquement. Mais ça veut dire qu'on n'a plus d'école des caillistes, du coup. Non, il n'y a plus d'école, sauf que quand on a des apprentis ou des jeunes qui viennent de l'école des métiers d'art, qui viennent passer un mois chez nous ou 2 mois, donc là, je les initie quand même au travail de l'écaille, parce que pour moi, travailler de l'écaille, c'est de pouvoir dire on arrive à travailler à toutes les autres matières. Donc quand on maîtrise l'écaille, on peut maîtriser les autres matières. Donc c'est aussi leur dire, ben voilà, c'est une bonne formation que vous faites sur l'écaille qui vous permet d'aller travailler le rostre d'espadon, le marlin, la nacre, l'ormeau, et voilà. Donc ça leur permet justement après soit s'orienter sur d'autres matières que l'écaille. Nicole, comment vous êtes devenu maître écailliste ? C'était à la fin du lycée. Et j'attendais à côté du bureau du proviseur du lycée. Et j'ai entendu une conversation comme quoi il y avait une formation qui allait se faire sur Saint-Leu. Et donc là, c'est là où j'habite, donc à 500 mètres de chez moi. Et je savais que j'avais encore un petit peu de temps avant mon service militaire, avant d'appeler. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une formation ? Quand le directeur était disponible, je suis allé le voir et je lui ai dit voilà, ça m'intéresserait, et il m'a donné mes coordonnées aux formateurs qui m'ont appelé. Et donc il y avait un formateur qui venait de l'école Boulle pour nous former sur le travail de l'écaille, et d'autres personnes, des intervenants qui étaient dans les bénisteries, marqueteries et des artistes qui ont fait des formations. Voilà, moi j'ai fait une formation pendant 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, j'ai arrêté. Je pouvais renouveler encore 6 mois de formation. Là, j'ai arrêté. Je suis allé travailler chez un laqueur. Et donc, j'ai appris le travail de la laque. Et quand ils ont quitté le département, ou ils ont arrêté de travailler sur l'île, c'est là que je me suis mise à mon compte. Donc voilà, je suis devenu écailliste, laqueur. Voilà, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et maintenant, vous êtes maître artisan. Alors, depuis tout à l'heure, vous me dites que je suis maître artisan, c'est gentil pour moi, mais jusqu'à présent, je ne suis jamais allé chercher ce titre-là, parce que pour moi, les titres, c'est pas quelque chose. C'est peut-être mon rapport avec l'éducation qui fait que je suis pas quelqu'un qui recherche ces titres-là, donc je suis avant tout artisan. Les gens qui me disent vous êtes un artiste par rapport à ce que je fais, je le prends, je l'accepte, mais je le mets jamais en avant. Je suis avant tout un artisan. En tout cas, le métier a beaucoup changé, puisque vous parliez de l'école Boulle, mais en fait, j'ai lu que le travail de l'écaille venait au début du travail des tablotiers, qui arrivaient à faire des choses planes, donc du XIIIe siècle, et que le travail de l'écaille tel qu'il est maintenant datait même pas du XVIIIe, mais du XIX. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des choses qui sont encore plus anciennes, parce que vous avez quand même des choses qui sont venues d'Asie à l'époque. Vous savez, alors, moi, je travaille une technique de laque qui a été mise au point par les ébénistes français à l'époque de la Compagnie des Indes. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a déjà une concurrence qui arrivait d'Asie avec des meubles laqués, avec des décorations dessus, de nacre ou d'autres choses, ou même de l'écaille qui est dessus. Et ça a été une concurrence pour les ébénistes français et anglais, parce que c'était les 2 pays qui dominaient un peu ce type d'artisanat, enfin de petit artisanat, de savoir-faire. Et donc moi, j'utilise le même procédé qu'à l'époque. Ça veut dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas de laque, parce que la laque vient du laquier. Donc c'est la sève, donc ça n'existait pas en Europe, ça existe seulement qu'en Asie. Et pour remédier à ça, les ébénistes français, ils avaient la technique du vernis. Donc l'idée était de teinter le vernis pour obtenir des couleurs. Et à partir de là, on va dire que la laque synthétique est née, en quelque sorte. Et sur le travail de l'écaille, alors vous le feriez remonter à quand ? Depuis la nuit des temps, parce que parmi les premiers hameçons pour pêcher le poisson, c'était en écaille. Déjà. Ah oui, déjà. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui remonte à bien longtemps. Je ne pourrais pas vous dire exactement, ou je ne sais plus, peut-être que ça a été dit, mais non, avec l'âge, on perd un peu tout. Et donc voilà, donc déjà, pour vous dire que déjà, on pêchait les poissons avec de l'écaille, en faisant des hameçons avec de l'écaille.
Donc on a dit tout à l'heure que on ne tuait plus les tortues pour travailler l'écaille, donc il reste des réserves. Donc vous avez des réserves pour transmettre le métier ou pas? Alors, j'aurais pas de la matière de grande quantité ou des grandes surfaces de matière pour pouvoir travailler, mais étant donné qu'on nous a acheté quand même de l'écaille à un prix qui est très très élevé, donc tous les chutes d'écailles, moi je les ai gardées depuis 35 ans. Voilà, donc j'ai un stock de chutes d'écailles. Et dans ce chute d'écailles-là, s'il y a quelqu'un qui a une idée, je dirais, créative, elle pourra confectionner différents objets avec ou différents bijoux avec. Ça permettrait de travailler encore, je dirais, une personne pour une trentaine d'années. D'accord. Donc ce serait quand même intéressant pour nous de pouvoir demain, en espérant qu'on va pouvoir revendre ou transmettre à un jeune qui voudrait réutiliser ces matières-là au lieu de la détruire. Ce serait quand même assez bête, je trouve. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui essayent d'apprendre le métier? Il y a des jeunes qui passent chez moi, ils aimeraient aimer, mais comme on leur explique que vous n'aurez plus de matière suffisante, donc ils s'orientent sur autre chose. Et il y a 15 jours, j'ai eu un jeune qui travaille, qui a son crédit de formation et qui voulait faire une formation chez moi. À partir de là, je lui ai dit, écoute, là, il faudrait voir si on peut utiliser ce crédit de formation pour venir faire une formation chez moi. Donc j'attends sa réponse là-dessus. J'ai eu des demandes par le passé, effectivement. J'ai eu quelques jeunes qui sont venus soit de métropole ou soit de La Réunion, où je formais des jeunes avant sur le travail de l'écaille. Alors comment justement on la travaille, l'écaille? Alors l'écaille, c'est une matière qu'on va travailler par différentes étapes. C'est un petit peu aussi de savoir ce qu'on veut faire avec la matière. Quel type d'objet qu'on a intention de réaliser, parce que chaque objet va amener ses difficultés, ses qualités en fonction de ce qu'on a réalisé. Bon, on va commencer par une matière brute. La première règle au niveau de l'écaille, si on sent que l'écaille elle est trop sèche par exemple, il faut la faire bouillir pour la ramollir un petit peu pour qu'elle devienne plus souple. Donc, ce qui permet de pouvoir faire un premier nettoyage dessus, sur la matière. Donc, c'est énormément de grattage, de ponçage, pour pouvoir arriver à une surface bien propre, bien lisse. Et à partir de là, on va décider ce qu'on va faire dedans. Si c'est une ouvre-lettre, un coffret, un bijou ou un stylo ou autre. Et j'avais lu que les tortues, quelle que soit la race, sur leur carapace, elles ont 13 plaques et 24 onglons. Alors, c'est mignon, mais moi, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un onglon. Alors, on dit un onglet. C'est les d'accord. onglets qui sont sur les côtés. D'accord. Effectivement, c'est les onglets. Et les 13 écailles. Sauf que ça peut arriver, on peut trouver des tortues avec 15, 16, et même j'en ai déjà trouvé avec 17 écailles. Donc ça fait des écailles un peu plus petites, des fois différentes, mais on arrive quand même à trouver. Mais on va dire les 99,9%, c'est 13 écailles. Alors pour des certains, ça porte chance, pour des certains, c'est pas le cas. Et donc c'est à partir de ces plaques, en fait, qui vont dépendre, je suppose, de la grosseur de la tortue. Un bébé tortue, ça a des plus petites écailles qu'une grosse tortue très très vieille, non ? Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites tortues, si vous voulez, qui étaient travaillées et vendues comme petites tortues avec sa carapace. C'est pas de l'écaille qu'on va décoller sur ces petites tortues-là pour réaliser des produits, parce qu'on se retrouve avec le même problématique qui était justement sur les tortues sauvages. Ça veut dire que l'écaille, elle est tellement fine qu'on ne peut rien faire avec. Donc elle va être vendue uniquement en petites carapaces comme ça vendues. C'est vrai qu'on va choisir en fonction, si on va par exemple juste un objet, on veut faire une ouvre-lettre, on va aller choisir une écaille qui ait de l'épaisseur pour pouvoir avoir une lame qui soit bien solide. Donc voilà, pour pouvoir aussi le biseauter et pour faire un tranchant, il vaut mieux que l'écaille ait une certaine épaisseur. Si on veut comparer au bois, par exemple, à quelle matière vous compareriez le plus l'écaille pour qu'on comprenne ? C'est-à-dire que, je comprends, c'est assez fin. Est-ce que c'est cassant comme matière ? Oui, toutes les matières sont cassantes. Le bois aussi, ça se casse, le truc en fonction de... On a une écaille qui est, je dirais, plus favorable pour de la marqueterie. Donc c'est pour ça que vous avez vu, je fais aussi des tableaux, des miroirs, des luminaires, je travaille en transparence parce que c'est une écaille qui s'y prête très bien, cette variété, la tortue verte, elle s'y prête très bien pour ça. L'écaille, il faut savoir, c'est une matière noble. Donc elle est classée dans les mêmes catégories que les pierres semi-précieuses. Donc vous avez, en haut de l'échelle, vous avez l'ivoire.
vous avez l'écaille, et ainsi de suite, vous dégradez les différents bois précieux, semi-précieux, en fin de compte, voilà, nos trucs. L'écaille fait partie de haut de la fiche comme matière. Ça veut dire que si vous voulez, demain matin, on ne peut pas dire qu'on va remplacer notre matière pour remplacer l'écaille. L'écaille, ça ne se remplace pas. C'est de l'écaille où il n'y a pas d'écaille. Et quand vous disiez que une fois qu'on savait travailler l'écaille de tortue, on savait travailler le marlin, etc., c'est-à-dire c'est des matières toutes qui reviennent de la mer, en fait. C'est du poisson. Oui. C'est quoi la caractéristique de cette matière? C'est poreux. Alors cassant, vous m'avez dit tout est cassant. C'est poreux, c'est souple, c'est dur, c'est fin. C'est quoi la caractéristique? Alors la seule matière qu'on peut donner de la souplesse, vous avez de l'écaille et de la corne. Pour vous comparer. Je vais venir sur les produits de la mer. La corne. Ce qui vous ramène à des produits un peu la même chose que les ongles ou les cheveux. C'est la même matière composante. Sauf que l'écaille, elle, a une densité qui est supérieure à la corne. La corne, c'est une matière qui peut se dépérir dans le temps. L'écaille, elle ne se dépérisse pas. Vous avez un morceau d'écaille, vous avez une écaille, elle va rester là, elle ne bouge pas. Donc là-dessus, ça c'est déjà un avantage. Différence par rapport à les autres matières, c'est la possibilité de réalisation au niveau de la diversité des produits. Dans l'écaille, on est presque dans l'infini de la diversité. On peut l'associer avec tout, le marier avec tout. On peut travailler de façon que les autres matières comme le rostre d'espadon, le rostre du marlin, de la nacre ou de l'ormeau, ou même de la corne, ne donnent pas les possibilités que donne justement l'avantage de l'écaille. Et ça, c'est la grande qualité de l'écaille, c'est qu'on peut l'associer avec tout, et dès qu'on l'associe à quelque chose, elle donne de la valeur ajoutée. Ce qui n'est pas le cas de toutes les matières. Voilà. Même si on peut faire des choses avec le rostre d'espadon qui est un peu plus intéressant que le marlin parce qu'il y a plus de matière, donc on peut aussi faire des choses, par le passé dans ce que j'ai fait, on peut pouvoir retirer de la marqueterie, des morceaux pour faire de la marqueterie, on peut faire de la coutellerie, on peut faire de la bijouterie, on peut vendre le rose comme ça, on peut faire l'association avec des luminaires, on peut faire énormément de choses aussi, mais ça reste quand même limité par rapport à l'écaille. D'accord. Et alors, l'écaille, c'est légèrement transparent. Et j'ai vu au musée, parce que j'étais au musée avant de venir vous voir, qu'il y avait différentes couleurs. Alors, c'est très amusant. Enfin, en termes de vocabulaire, il y a la blonde, il y a l'irisée, il y a la cerise et il y a la jaspée. Et la cerise, enfin, tout ça, c'est un dégradé pour moi de couleur miel jusqu'à une couleur ocre foncé. Mais la couleur cerise, par exemple, c'est pas du tout rouge. Non, pas du tout là-dessus. Mais c'est cette variété justement de tortue où on peut trouver ces différentes nuances dans l'écaille, et c'est pour ça que moi je l'appelle l'écaille la matière magique. Parce que justement, elle offre quelque chose que les autres n'offrent pas. Et on a une écaille qui est déjà, au départ, si vous prenez une écaille, elle est en explosion, soit coucher de soleil, soit explosion volcanique. Je ne sais pas si vous avez pu voir là-bas. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est assez magique. Et là, dans cette explosion-là, vous avez les différentes teintes d'écailles. Il faut savoir que chaque morceau d'écaille qu'on va utiliser, ce sera une pièce unique. On n'aura jamais deux morceaux identiques dans l'écaille. Donc on ne peut pas faire par exemple une boucle d'oreille, avoir les mêmes nuances dedans. Non, il y aura un morceau qui aura une nuance différente par rapport à l'autre. Oui, donc l'appareillage est très compliqué. C'est compliqué, mais en même temps c'est une matière qui est fantastique parce qu'elle se marie avec tout. Quel que soit le type de vêtement, par exemple si vous portez des bijoux, elle se marie et ça reste une matière sobre. Et elle traverse le temps, en fin de compte. Vous avez des bijoux qui étaient créés il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle est toujours d'actualité parce qu'elle se marie toujours dans le style qu'on a aujourd'hui. Et ces différentes couleurs, elles sont homologuées ou c'est les maîtres écaillistes qui avaient déterminé ces couleurs? Parce que par exemple, pour nos auditeurs, blonde, c'est un miel, je dirais comme un miel crémeux. Irisé, c'est un tout petit peu plus foncé. Cerise, comment expliquer la couleur cerise? Alors on dit cerise ou plutôt, moi j'irais plutôt sur une couleur plutôt rousse que cerise à la limite, mais c'est vrai qu'on a des couleurs en fonction de comment on va la regarder ou la lumière, on va pouvoir trouver des chacun l'interpelle un petit peu comme il désire. Il n'y a pas vraiment une nomenclature de nuances de l'écaille. On va travailler plus sur l'écaille blonde
Et l'écaille, voilà. Voilà. Et le jaspé, c'est ce qui ressemble à justement une explosion. Voilà, il y a des rayons. Voilà, on peut trouver sur un même morceau, par exemple de 2 cm, vous allez avoir 2 teintes d'écaille différents sur une nuance, on va dire, une ligne de nuance. Ou sur 2 cm, vous avez deux tons ou peut-être des fois 3 tons différents. Donc, vous voyez, c'est compliqué de classer ça. Moi, je m'arrête tout simplement à l'écaille blonde et l'écaille plus panachée en quelque sorte, de différentes couleurs. Et est-ce que c'est fragile? Parce que j'ai vu dans la boutique un pendentif en forme de fleur et tout est en 3D, quoi. Les écailles forment les petites pétales complètement ouvertes. C'est pas à plat, c'est vraiment en forme. Il y a 2 rangées de pétales. Est-ce que ça, c'est fragile alors? Non, l'avantage, c'est ça. Il faut savoir, quand on fait un bijou, il faut savoir choisir ses morceaux d'écaille en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a des bijoux, je ne fabrique pas, ou si je dois le fabriquer, je vais utiliser un support. Quand vous allez utiliser certains morceaux d'écaille, comme là vous voyez pour la fleur, là, c'est des petits morceaux d'écaille qui sont taillés en pétales de fleurs. Et la façon où j'ai fabriqué le support est faite que, en partie, vous avez une partie assez importante qui va rentrer dans cette matière-là et qui va être collée et qui va donner de la rigidité justement à ce bijou-là. Ce bijou peut tomber par terre, elle ne va pas se casser. Parce que l'écaille est une matière quand même assez légère et puis elle rebondit un peu, on va dire. Bon, vous prenez un marteau, vous allez taper dessus, vous allez l'écraser avec un marteau, on casse aussi le diamant. Voilà. Donc voilà, c'est normal. Si je dois utiliser de l'écaille qui soit très fine, je vais utiliser un support en dessous. Comme vous avez vu à la boutique, vous avez des nacres. Par exemple, vous avez le flamboyant, vous avez le tronc de l'arbre qui est en écaille. Donc là, je vais utiliser une écaille qui a une certaine épaisseur pour pouvoir travailler sur ce support-là. Oui, le bijou dont vous parlez, si je me souviens bien, c'est un pendentif en forme de disque qui est en nacre. Et le flamboyant, c'est un arbre ici très célèbre. Et donc, vous avez créé le tronc en écaille, ce qui fait que vous faites coexister plusieurs matières sur ce pendentif. Et d'ailleurs, les feuilles les petites fleurs rouges flamboyantes, c'est en... Alors, c'est des pigments. C'est des pigments sur l'écaille ou sur la nacre? Non, sur la nacre, qui peut aussi être mise aussi sur l'écaille, en partie dans le truc. Donc vous avez sur ce pendentif-là, vous avez la nacre, vous avez l'écaille, vous avez les pigments, et après vous avez une laque transparent qui viennent envelopper l'ensemble pour pouvoir protéger le tout. Et après vous avez les différents accessoires qui pourraient accompagner ce pendentif. Ouais. Oui, parce que ce que j'ai vu dans le magasin, c'est que non seulement vous travaillez l'écaille, mais vous travaillez aussi beaucoup de formes qui sont des hommages à la Réunion. Oui, on veut dire c'est un petit peu le faire des bijoux qui sont un petit peu liés à la culture, un petit peu culturelle, on va dire, à la Réunion. Bon, pour présenter déjà aussi, pour montrer ce qui existe, parce que ça m'arrive de faire des expositions en métropole, donc ça m'arrive de montrer les différentes choses qu'on peut exister aussi à la Réunion, et ça permet aussi d'avoir le contact avec la personne qui regarde aussi et qui se pose des questions. C'est quoi? Donc là, par exemple, l'arbre, vous avez le flamboyant et le jacaranda. Donc là, on va arriver dans la période de octobre-novembre, c'est les jacarandas qui va être en fleurs. Et après... Et c'est bleu. Alors, c'est pas bleu. Le jacaranda, ça va en fonction de la lumière. C'est violet, bleu, vous avez différentes couleurs parce que ça va changer de couleur à la lumière, le jacaranda. Ce qui est une très, très... Et puis, c'est aussi connu sur le nom de l'arbre qui pleure. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui fleurit en été, évidemment. Donc, entre l'octobre et novembre, il fait une grosse chaleur. Donc, la forme des fleurs, ça donne comme une espèce de petite poche au niveau de la fleur. Et quand le soleil tape dessus, ça fait de la condensation. Et la condensation, ça retombe sous l'arbre. Et donc, vous avez sous l'arbre qui est mouillé et tout à côté qui est sec. Donc, voilà, c'est l'arbre qui pleure, en quelque sorte. Voilà. En tout cas, l'arbre qui pleure reste toujours beau. En écaille, il n'y a pas de problème. Quel est le bijou que vous avez aimé le plus faire en écaille dans votre carrière? Oh, ça c'est une question. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Non, je n'ai pas de préférence. Le problème, c'est que je fais souvent des choses et j'oublie. Parce que j'aime pas faire régulièrement la chose, ça me lasse. Là, pour vous dire...
quel est vraiment le bijou que j'ai préféré dans le truc, je ne pourrais pas vous le dire parce que enfin, je les aime tous que je fais. Et puis voilà. La fleur, par exemple, pour revenir sur ce pendentif-là, elle demande un travail de technique un peu différent. Donc sur le côté technique, j'aime beaucoup le travail que j'ai fait là-dessus. C'est un défi, vous aimez vous donner des défis, voilà. Comme tout bon maître artisan, voilà. C'est ça. Voilà, donc voilà, tout ce qu'on rentre dedans. Là, par exemple, je suis sur des bracelets, un mariage corne, écaille, lac et différents pigments, ça peut aussi y aller dessus, feuilles d'or et autres, voilà. Donc ça, c'est ce que je suis en train de préparer qui sera pour les fêtes de fin d'année. Donc chaque nouveau design en fait, voilà, c'est ça qui vous plaît. C'est difficile dans notre métier parce qu'il faut quand même, pour les gens qui vous suivent, vous savez, au bout de 35 ans, donc vous avez toujours des gens qui vous accompagnent. Donc eux, ils ont envie de voir qu'est-ce que vous avez fait cette année de différent par rapport à l'année dernière. Donc c'est aussi bien pour les objets de décoration d'intérieur ou sur les petits objets qui peuvent être sur des bijoux ou autres. Alors j'ai vu un truc qui m'a intriguée, on m'a dit que ça s'appelait lambrequin. Qu'est-ce que c'est que le lambrequin ? Le lambrequin, c'est une décoration qu'on met autour des maisons créoles. Voilà. Par le passé, il paraît que ça... C'est des arabesques, hein ? Oui, voilà, c'est tout ce que vous voyez. Et en fonction, il paraît que ce que j'ai vu, j'ai entendu, en fonction de l'importance de la personne qui mettait ça autour de la maison, donnait de l'importance à la personne qui habitait à l'intérieur, quoi. C'est ce qui fait les petites dentelles, voilà. Le long des toits, le long des fenêtres. Et alors on m'a dit aussi que si on avait en dessous, c'est qu'on était riche. Si on avait en dessous et au-dessus, c'était encore mieux. C'est voilà, ça ? Oui, voilà, ça va dépendre de l'importance de la personne qui habite la maison, en fait. Et donc du coup, vous avez traité ce motif aussi en écaille. Oui, je le fais beaucoup sur les barrettes. J'aime bien mettre de lambrequin parce que ça fait comme une barrette ou j'en ai fait aussi pas mal par le passé. C'est des marque-pages avec des formes de style lambrequin. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est très joli et puis c'est une bonne histoire sur l'île. Et dernière question, donc vous oubliez à chaque fois vos bijoux. Est-ce qu'il y a un bijou, une forme, quelque chose que vous auriez envie de faire que vous n'avez pas encore eu le temps de faire ? Un défi avec l'écaille. Sur les bijoux, ouais. C'était des choses que je l'ai fait l'année dernière. Sur des modèles de bijoux que j'ai fait ça parce que je me disais qu'il faut que je retravaille cette matière-là de cette façon-là. C'est en fin de compte créer un bijou qui s'articule en fin de compte, qui peut s'ouvrir et fermer et accompagner avec de l'ormeau, du rostre d'espadon et de l'écaille avec une décoration d'une pierre et de l'argent. Et vous m'avez dit que de toute façon l'écaille c'était bien parce que ça permettait de rentrer dans les autres matières. Et donc j'ai vu que vous faisiez aussi des très grosses manchettes et il y a de l'écaille dessus, mais elles ne sont pas toutes en écaille, c'est ça ? Il y a deux matières. Oui, voilà, si vous parlez des gros bracelets tout noirs que vous avez vus. Des grosses manchettes. Ouais. Voilà, vous avez un travail de corne dessus et puis vous avez un travail de lac avec la décoration écaille ou une décoration florale qui peut être dessus. Et donc vous creusez la corne pour mettre l'écaille dedans ? Non, pas du tout. Non, c'est collé sur la corne et après vous avez un travail de lac qui va venir sur la corne et qui va envelopper l'écaille. Et quand on va faire la finition, on a l'impression que tout est de niveau parce que vous avez un travail de lac qui est venu combler les différentes épaisseurs qu'il y a sur la corne. Et là, l'écaille doit être légèrement arrondie, sinon elle ne fait pas le tour de la manchette. Non. Alors l'écaille, pour ça, il y a le petit côté justement qu'il faut savoir, c'est que l'écaille, quand on la fait bouillir, elle devient un petit peu comme du caoutchouc. Donc on peut lui donner des formes qu'on veut. D'accord. Eh bien écoutez, est-ce que vous avez un dernier message ? Oui, j'incite les gens de venir me voir quand je serai au Salon de l'Agriculture. Voilà, s'ils ont des questions à poser, ce sera le moment parce que je serai sur place, normalement, si tout se passe bien. Donc ils pourront poser des questions en direct. Sur l'écaille. Eh bien écoutez, merci beaucoup Nicole, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Il était une fois le bijou consacré aux bijoux de l'île de la Réunion. Je vous mets dans la page du podcast le lien pour l'écailliste Harry-Nicole Paillet. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez faire parler de vos bijoux et de votre maison, je serai ravie de vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs ou de vous accompagner pour créer votre propre podcast.
La semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie. Notre rendez-vous sur le podcast Le Bijou comme un bisou sera le 2 mars. Mais notre prochain épisode sur ce podcast, pour le 4e et dernier épisode de cette saison, sera le 26 mars et nous entendrons Olivier Waro, le médiateur culturel du Madois, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. On a retrouve, on a revu ça.